un atelier, donc deuxième séance de l'atelier diversification alimentaire en protéines dans les menus, à toutes conditions de réussite. Moi, je suis Claire Brachet, je suis animatrice restauration collective au GAB Vendée. Donc, j'ai la belle mission d'animer cet atelier. Donc, on est ensemble jusqu'à 17h15. On a 3/4 d'heure d'atelier ensemble. Donc, juste avant de commencer, quelques petites règles pour faciliter l'écoute et la prise de parole. Donc, tout d'abord, cette séance est enregistrée. Il y aura un des 2 ateliers qui va être rediffusé. Ce sera peut-être celui-ci. J'invite les personnes qui ne souhaitent pas qu'on voit leur visage à désactiver leur caméra. J'invite aussi tout le monde à désactiver les micros pour éviter les bruits parasites durant cette séance en visio. Donc voilà, pour commencer, on va faire, on a prévu à peu près 20 minutes de présentation avec nos 2 intervenants qui sont Bruno Couder et Élodie Coulon. Donc, 10 minutes chacun de présentation et puis ensuite on pourra passer aux échanges. Je reprendrai la parole juste au début des échanges pour repréciser quelques petits éléments, notamment si vous avez des questions, et même dès le début, pendant les présentations, vous pouvez les poser de préférence par le titre de discussion. Moi, je les reprendrai et puis on pourra donner la parole aux intervenants ensuite. Si vous souhaitez aussi prendre la parole à un moment dans les échanges, ce sera aussi possible. Vous pourrez nous faire signe et puis activer le micro pour quelque chose d'un peu plus vivant. On va voir si ça fonctionne aussi comme ça. Donc, bienvenue à nos intervenants, donc Bruno Couder, formateur en cuisine alternative, que je vais laisser se présenter, présenter son travail, et puis voilà, l'intérêt de la diversification alimentaire dans l'esprit de la loi Egalim. Et puis ensuite, ce sera la parole à Élodie Coulon de Paquet Compagnie. Je te présenter, Bruno? Oui, merci Claire. Eh bien, bonjour à tous et toutes. Donc, je suis Bruno Couder, je suis cuisinier et formateur en cuisine alors, alternative et évolutive. Je vais préciser ces 2 termes puisqu'ils ont été utilisés déjà tout à l'heure lors de la table ronde. En tout cas, il me semble qu'alternative, c'est sûr, évolutive, je ne sais plus. Mais c'est important de préciser parce qu'en fait, les 2 ont un rapport avec la diversification des protéines. Voilà, donc la cuisine alternative vise à proposer un autre type de cuisine, qui est une cuisine dans laquelle les légumineuses, céréales et légumes ont une place qu'on ne leur a pas donnée vraiment jusque-là. La cuisine évolutive, elle est d'abord la cuisine alternative, c'est le travail de quelqu'un qui s'appelle Gilles Davot et qui a écrit ce manuel de cuisine alternative dans lequel vous pouvez regarder, c'est une référence sur ce sujet. Et la cuisine évolutive vient d'un autre cuisinier, un autre formateur, moins cuisinier, mais plus avec une connaissance de la restauration politique, qui s'appelle Thierry Marion, qui travaille beaucoup dans un groupe de restauration, qui a fait avec des cuisiniers sortir finalement un ensemble de techniques qui étaient les techniques les plus performantes pour cuire des viandes, des poissons, des volailles, faire des sauces en utilisant ce qu'ils faisaient et en faisant une synthèse finalement de leur travail. Ces 2 types d'approches, moi j'ai rencontré les 2 cuisiniers, enfin 2 formateurs en 2010 et je suis beaucoup inspiré de leur travail parce qu'au fond, moi je sortais d'une formation, enfin d'une cuisine plus traditionnelle et j'étais à la recherche de nouveaux modèles, je ne croyais plus aux anciens, je venais de voyager, j'avais vu d'autres choses dans le monde, ça ne me satisfaisait plus. Et leurs propositions m'ont tout de suite accroché parce qu'au fond, c'était ce que je cherchais, ça avait beaucoup de sens. Alors on a commencé à travailler régulièrement ensemble sur ce sujet. Donc, et pour faire écho à ça, si on parle de diversification des protéines alimentaires, il faut déjà voir un peu en restauration collective les différents types de repas que ça représente, parce qu'en fait,
on peut parler de 4 types vraiment de repas en restauration collective. Le type de repas traditionnel dans lequel la viande est le plat central, avec une garniture, comme souvent on l'appelle en restauration. Ensuite, le repas mixte, c'est-à-dire dans lequel la viande a une moindre part, mais peut être associé à un autre type de protéines animales ou végétales. Et on va trouver là les plats type hachis, bolognaise, etc., où donc la viande a moins de place. Ensuite, on va sur le plat végétarien, comme on le demande aujourd'hui dans la loi Egalim, dans lequel la viande n'a plus de place, mais on va trouver encore des protéines sous forme d'œufs et de produits laitiers. Et puis la quatrième formule, qui est le plat vraiment sans produits animaux, où on dit végétal ou vegan, ça dépend des termes qu'on veut utiliser. Voilà, donc 4 types de menus. Et si on veut diversifier et ma connaissance des légumineuses, par un travail qu'on a fait en 2014 avec Gilles Davos à propos d'un livre qu'on était en train d'écrire, m'amène à parler donc de cette association légumineuse céréales qui est demandée aujourd'hui, recommandée dans les repas végétariens au niveau de 2 repas sur 4, en mettant après œufs possibles, soja possible, mais au moins 2 sur 4. Parce qu'au fond, la cuisine, les demandes de repas végétariens ont parfois été au départ, les réponses ont été celles que les cuisiniers connaissaient, c'est-à-dire au fond mettre des repas mixtes, mixtes ou alors des repas dans lesquels ils utilisaient des œufs, des produits laitiers de toute façon, et comme tout à l'heure Élodie Coulon l'a dit, c'est-à-dire on avait vite, en tout cas pour les fromages, à des plats qui étaient trop gras. Donc c'est un inconvénient. Et légumineuses céréales, cette association, donc on va la faire au niveau de à peu près un tiers de légumineuses, un tiers de céréales, qui va être important si on veut avoir un repas qui soit mangé par nos petits mangeurs, c'est que les enfants trouvent de l'intérêt, et pour cela, il faut que ça ressemble à quelque chose qu'ils connaissent. Donc, il va falloir les associer, leur donner du goût, mettre une forme de plats qu'ils connaissent et qui leur donnent envie. Donc ça, c'est une des conditions de réussite pour diversifier. Ensuite, tout à l'heure, on avait parlé aussi de cette image qui colle très fortement à la légumineuse ou légumes secs, c'est-à-dire la notion de viande du pauvre ou de féculents digestes. Et donc, il faut sortir de là. Et donc, dans les recommandations, qui peuvent apporter, enfin, donner des solutions, c'est de les faire connaître et de sous différentes formes, à travers des ateliers, à travers une connaissance qui passe par d'autres lieux que le repas, forcément. Ça peut être dans le moment du service, ça va être à l'extérieur, par l'éducation dans la famille ou d'autres types. Je voulais aussi parler des cuisines nourricières, parce que tout à l'heure, lors de la table ronde, à la fin, il a été question des cuisines nourricières. On n'a pas parlé de mouvement des cuisines nourricières, mais donc ces cuisines évolutives et alternatives, aujourd'hui, on les a rassemblées sous un terme plus large qui s'appelle le mouvement des cuisines nourricières, qui est un rassemblement d'une trentaine de cuisiniers, formateurs, jardiniers, parce que le mouvement ne s'adresse pas qu'aux cuisiniers, il s'adresse aussi à tous les acteurs de cette transition alimentaire. Et dans la transition alimentaire, on va trouver producteurs, maraîchers, on va trouver les acteurs par exemple, les jardins de cocagne, on va trouver tous les endroits où finalement l'éducation alimentaire. Et donc on s'est tous mis autour d'une table. On s'est réunis plusieurs fois, déjà en l'année 2019, et puis début 2020, on a décidé de créer une association qui s'appelle le Mouvement des cuisines nourricières. Et on est en train de structurer en 2020 pour proposer aux cuisiniers des formations telles que l'on les faisait déjà dans l'histoire des
des approches de Thierry Marion et Gilles Dabo là, sur les dernières années, mais avec une approche aussi pour tous les autres acteurs, en particulier les élus, tous les gens qui sont finalement aux commandes politiques, puisqu'on a vu que c'était l'essentiel de la décision, on vient souvent du monde politique, si on veut vraiment que ça avance, et on voit bien comment ça peut se passer au niveau de danger. Tout à l'heure, j'ai entendu des choses qui m'ont vraiment ravi. Et pour ça, il faut s'adresser aussi aux élus, donc accompagner par une approche système les élus, les parents, tous ceux qui sont finalement, qui vont porter cette autre alimentation, cette autre forme de repas qui arriveront ensuite par des formations plus techniques, mais qui répondront aux besoins finalement qui auront été travaillés en amont par les collectivités, parce qu'au fond, bien manger à Rochefort-sur-Loire, peut-être, c'est pas bien manger à Beaugé-Anjou. Je prends deux, moi je suis. Voilà. C'est au fond des deux côtés, il y a des particularités de territoire qui vont faire que l'on ne va pas forcément dire exactement la même chose. Les différences sont énormes sur un territoire comme l'Anjou, mais on peut trouver des différences quand même quand on passe d'un département à un autre, d'une région à une autre. Voilà, donc je vais laisser, j'ai fait un petit peu pris mon temps, et je vais laisser ma place maintenant à Élodie. Merci beaucoup. Il y a des questions qui commencent à arriver. On pourra y répondre tout à l'heure. Je vais laisser la parole à Élodie Coulon de Papillote et compagnie. Bonjour à tous. Donc, moi, Élodie Coulon, je suis diététicienne à Papillote et compagnie. Papillote et compagnie, c'est une cuisine centrale donc sur Angers qui dessert notamment les repas des scolaires et des crèches d'Angers et de aussi 15-16 communes autour d'Angers. Voilà. Donc moi, je vais surtout vous parler un petit peu des repas végétariens au sein de la cuisine, comment nous on le vit au quotidien, comment nos enfants le vivent. Voilà. Donc normalement, j'ai préparé un PowerPoint qui devrait arriver. Qui n'arrive pas. Ah si, super. Hop, on va passer à la deuxième diapo, s'il vous plaît. Donc en fait, je vais d'abord vous parler de tout ce qui est les atouts des repas végétariens et de l'alimentation végétarienne en restauration collective, et notamment chez nous. Ça a vraiment permis une découverte des céréales, des légumineuses et même des fruits oléagineux en fait, qu'on avait oubliés. Même nous, les diététiciens, on ne mettait même plus dans les menus. Et il faut savoir que chez nous, nos céréales et nos légumineuses sont 100% bio. Et notamment, nos céréales, en fait, elles sont aussi semi-complètes. Donc, c'était important de les avoir bio à 100%. Alors, le fait aussi d'avoir des repas végétariens, eh ben, ça nous permet de participer à la réduction de l'impact environnemental, parce qu'on sait tous que la production de la viande entraîne beaucoup de gaz à effet de serre. Et en fait, on a un petit peu l'impression d'aider la planète à mettre des repas végétariens dans nos menus. Ce que je voulais souligner aussi, c'est que toutes ces céréales, ces légumineuses, en fait, on peut en faire plein d'associations. Et les plats végétariens aussi, il y a plein d'associations possibles et ça apporte vraiment de l'innovation, de la diversité dans les menus. Alors, des exemples, qui dit plat végétarien, dit des plats à base de céréales et légumineuses, des plats à base d'œufs, des plats à base de fromage, des plats à base de soja, et puis je dirais avec parcimonie des plats transformés à base de protéines végétales. Alors derrière, on a les boulettes végétales, on a tout ce qui est steak, les steaks végétaux, etc. Donc là, en fait, souvent, ces aliments, nous, on les utilise peu, tout simplement parce qu'ils sont souvent très salés, gras, au final, très caloriques. Et ils ont souvent des listes d'ingrédients assez importants. Et nous, on préfère partir sur des choses assez maison avec des produits bruts. Et puis surtout, bah, ces repas végétariens nous permettent de répondre aux lois, aux recommandations nationales en lien avec la nutrition. Donc, il y a la loi Egalim, bien sûr, le PNAN, le PNNS. Et puis également, nous, on cède aussi des outils du CNRC, où ils ont des choses assez sympas qu'on utilise au quotidien.
Voilà un petit peu pour les atouts des repas végétariens au sein de notre cuisine. Alors, qui dit repas végétarien, il y a des conditions pour réussir à les faire accepter, notamment aux enfants. On part vraiment, nous, sur des plats très simples. Des plats avec des aliments qu'ils connaissent, des aliments qu'ils aiment. Un exemple, des pâtes aux lentilles aux petits légumes, gratin de pommes de terre, épinards et brebis. Ça, on est sûr que sur des choses assez simples, ça va passer. C'est pareil, pour faire accepter ces plats végétariens, il faut se dire qu'il faut avoir plein d'animations autour sur les céréales, les légumineuses, parce que beaucoup d'enfants, déjà les fruits et les légumes, ils les connaissent peu. Alors les légumineuses et les céréales, c'est encore plus difficile. Donc il faut leur faire découvrir visuellement, par le toucher, etc., etc. Il y a plein de choses à mettre en place. Également, nous, c'est quelque chose auquel on tient chez Papillote et compagnie, c'est que toutes les nouvelles recettes qu'on crée, on les fait tester en amont à nos enfants. On a souvent une vingtaine d'enfants qui viennent au sein de la cuisine et ils sont souvent très pertinents dans leurs propositions d'amélioration. Voilà. Donc, c'est vraiment sympa de les avoir régulièrement à tester nos recettes. Et puis, ils ne sont pas là, mais je les remercie de loin. Alors également, pour réussir la mise en place des plats végétariens, il faut vraiment aider nos cuisiniers, aider nos serveurs en fait. Donc nos cuisiniers notamment, il faut les former aux techniques de préparation des plats végétariens parce que oui, une céréale, enfin une légumineuse, elle n'a pas vraiment de goût si elle n'est pas associée avec des aromates, des condiments, etc. et des techniques de préparation bien spécifiques. Nous, on a eu la chance que nos cuisiniers ont été formés. Et leur retour, c'était vraiment que cette formation était très enrichissante, très appréciée. Et on va même recommencer certainement dans les mois et les années à venir. Concernant les serveuses dans les cuisines, dans les cantines, pardon, c'est pareil. Elles savent, pour certaines, même pas ce que c'est qu'un repas végétarien. Donc, il faut aller vers eux, leur expliquer ce que c'est que l'alimentation végétarienne, même leur présenter tout simplement les céréales et les légumineuses. Voilà, donc ça passe vraiment par des formations auprès de tous les acteurs de la restauration collective, notamment scolaire. Pour résumer là, ce que je viens de dire, il faut se dire que dans les atouts, c'est une découverte de nouveaux aliments, ça a forcément une réduction de l'impact environnemental, et puis ça ne fonctionne pas si on n'utilise pas pour la catégorie des enfants des aliments simples, des recettes simples, et si on n'accompagne pas les cuisiniers, les serveurs et les enfants à tous ces nouveaux aliments, enfin ces découvertes de nouveaux aliments. Alors, à ces repas végétariens, je tenais quand même à souligner qu'il y a des freins. Hein. Ce n'est pas si simple que ça au quotidien. Notamment, pour une majorité de nos enfants, c'est une alimentation qui est inhabituelle. Et ils se demandent parfois ce qu'ils ont dans l'assiette, d'où le fait de les accompagner. Et notamment, quand on crée une nouvelle recette qui a pourtant été testée par des enfants, ça entraîne, lors du premier service, un gaspillage qui est assez important. Qui est même des fois un peu désespérant. Et nous, notre question, c'est chaque fois, c'est est-ce qu'on va le resservir à nouveau? Donc, voilà, on ne laisse pas tomber, on retravaille la recette, quitte à changer un petit peu les ingrédients. Alors, un exemple, on avait lancé un gratin de sarrasin aux courgettes et au fromage. Et cette recette n'a pas du tout fonctionné. Les enfants n'ont pas adhéré. Donc, on se dit, allez, on va peut-être pas laisser tomber, on va y revenir en changeant, par exemple, les courgettes par de la carotte, en mettant peut-être moins de sarrasin. Enfin, voilà, on va réétudier la proposition de ce plat. Alors après, dans les freins, là, c'est plus au niveau diététique, on va dire, c'est que généralement, on a plein d'idées sur des recettes végétariennes, mais c'est souvent des plats qui, au final, sont très gras. Et il faut faire attention dans la création des recettes d'avoir un rapport entre les protéines et les lipides qui soit supérieur à 1, c'est-à-dire que les protéines soient bien plus présentes que les lipides. Dès que vous faites une tartiflette, admettons, certes, c'est un plat, enfin je parle sans lardon bien sûr, une tartiflette fromagère, c'est un plat à base de beaucoup de fromage et au final, il y a énormément de lipides dedans. Donc là, l'apport en protéines, il est un petit peu moins important qu'on le pensait. Et puis également, l'introduction de tous ces plats végétariens, moi je le constate dans les menus, ça fait vraiment augmenter la fréquence des féculents en fait. Et on se doit de respecter le GEMRCN, alors qu'il y a en fait un guide qui nous permet d'avoir une fréquence de plats à respecter au quotidien. Et notamment, ils nous disent que sur 20 repas, il faut 10 présentations de féculents.
Et quand on fait des repas végétariens, forcément, moi, j'ai tendance à déborder un peu plus au niveau des féculents. Donc, on sent qu'il y a un peu une limite, que le GMRCN se perd un peu et apparemment, il devrait y avoir des nouvelles choses qui vont sortir. Moi, je les attends avec impatience. Et puis, un autre frein que je n'ai pas mis dans mon PowerPoint, c'est qu'on a une émergence en fait, de nouveaux allergènes alimentaires qui ne sont pas encore obligatoires à mentionner, mais notamment le sarrasin, les pois, les lentilles et les pignons de pain. De plus en plus d'enfants deviennent allergiques. Donc, OK, il faut servir de plus en plus de plats végétariens, mais voilà, quelles sont les limites à côté pour certains enfants. Voilà, moi, un petit peu de mon côté, ce que je voulais vous exposer sur cette alimentation végétarienne, ces repas végétariens en restauration collective. Merci beaucoup. Est-ce que parmi les participants à l'atelier, il y a quelques questions qui commencent à arriver. Il y avait une première question qui est plutôt destinée à Bruno Couder. Est-ce que vous connaissez le collectif des Pieds dans le Plat? Votre association y ressemble? Alors, oui, je connais le collectif des Pieds dans le Plat. On est en lien avec les cuisines nourricières. Disons que c'est un collectif qui est sorti d'un travail assez ancien et où Thierry Marion était impliqué. Et donc, le travail s'est fait à ce moment-là. Donc, oui, il y a une particularité dans les Pieds dans le Plat, c'est que il y a un arrêt autour des produits bio complet. Et en fait, dans le monde des cuisines nourricières, on a plutôt une approche où le bio fait partie. C'est un outil comme d'autres labels ou produits locaux, etc., qui ne sont pas forcément d'agriculture biologique. On n'est pas parti là-dessus. On a une approche, je pense, globale. Que les plats où c'est de la formation en cuisine. Bon, on peut aussi repérer que dans leurs propositions, ça ressemble fortement à des choses que l'on a proposées déjà des années. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui s'inspire. Bon, il n'y a pas non plus voilà, c'est très bien. Et puis, je pense qu'on travaillera dans le temps ensemble. Disons que chacun étant un peu dans son univers pour l'instant. Je n'entends plus clair. C'est la diversité des offres. Enfin, voilà, je pense que y a toujours des choses nouvelles à proposer. En tout cas, je pense que vous faites partie aussi des formateurs qui intervenaient beaucoup sur le Sud-Ouest, la région des Pays de la Loire. Et ça fait partie des suites, j'imagine, du travail entamé. Une autre question, l'origine des céréales et des légumineuses, y a-t-il assez d'offres en France? Est-ce que vous avez des éléments de réponse là-dessus? On peut poser la question à d'autres participants si d'autres veulent répondre à cette question. Alors, moi, j'ai peut-être une réponse aux légumineuses que je connais un peu plus du fait du travail qu'on avait réalisé il y a quelques années. Le plus gros producteur au monde de légumineuses, c'est le Canada. Et il a vraiment une très, très, très grosse production, très importante. En France, on avait perdu l'habitude d'en manger, donc on avait perdu aussi le fait de les produire, avec des particularités qui sont ces particularités. En une qu'on connaît, c'est celle des lentilles vertes du Puy, puisque c'est un label ancien, une appellation d'origine contrôlée, voire d'autres appellations comme les lentilles du Berry, et puis des appellations qui sont aujourd'hui de nouveau qu'on va retrouver avec des légumineuses qu'on ne voyait plus, des pois, qu'on a ramené dernièrement, des pois qui venaient de, je sais pas, c'est pas du Berry aussi, enfin, on va réapparaître. En tout cas, depuis maintenant, c'est 2014 la sortie du Soleil sec. J'ai fait régulièrement des événements autour et dans des salons où j'ai croisé des gens. Régulièrement, j'ai eu des gens, des jeunes qui venaient me voir en me disant j'ai envie de m'installer en production légumineuse parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Voilà, vous en parlez, on voit que c'est en train de... Et effectivement, je pense qu'il y a une progression.
Alors après, à une mesure peut-être pas assez importante, mais il y a une progression. Et par contre, je ne saurais pas passer la France comme producteur de légumineuses. J'ai peut-être une possibilité de trouver ça si je pourrais répondre ensuite, peut-être par un autre biais, vous donner une réponse. C'est pas très, très important encore. Je sais que On a aussi les coco blancs de la Vendée, le demi-sec aussi, les qui sont quand même. mougettes, les magots, les Voilà. soissons. On a on a des histoires locales avec des légumes secs, mais les quantités sont pas très importantes. Mm. Ouais. Les céréales, je pense qu'on est un peu plus équipé, à mesure où le blé a toujours été consommé et ça ne s'est pas arrêté. Peut-être un peu moins les blés, les blés anciens. Et puis après, des productions comme le sarrasin, le quinoa, le millet, l'épeautre, le petit épeautre. On a des productions en France, alors certes en quantité, peut-être. Là encore, c'est des particularités locales qui vont faire. Moi, je fais des formations dans le sud de la France. Souvent, on me propose de faire des formations autour du petit épeautre, par exemple. Parce que c'est une production. Merci. Est-ce qu'il y a une autre personne, on va dire dans la salle actuelle, qui est intéressée pour intervenir là-dessus, pour compléter? Moi, je suis sur un public senior, donc Mhm. ils ont tous plus ou moins connu les légumineuses et les féculents. Cependant, quand on réintroduit ça en cuisine collective, l'approche pour l'instant, on l'a que sur le scolaire. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez des retours à faire sur l'approche de cette thématique-là dans un repas dédié aux personnes âgées? Alors, oui, pour avoir formé des cuisiniers en EHPAD, par exemple, avoir proposé donc, ce que je propose régulièrement en scolaire, les approches, par exemple, de gâteaux aux légumes secs à partir de haricots, de pois, etc., qui donnent des gâteaux sucrés, très agréables à manger, très moelleux, qui viennent tout à fait à tous les publics. La particularité, je vais dire, en tout cas, moi, j'en ai retenu, et je n'ai pas non plus, enfin, je ne ferai pas que ça soit le seul parole que je porte, mais les retours étaient on a un public senior qui n'a pas une bonne image. Et donc, pour proposer des légumineuses, ce n'est pas le plus facile. Et ensuite, si ces mêmes personnes sont un tout petit peu, comment dire, fatiguées ensuite, ou on va constater que les gens ont éventuellement un petit peu plus d'indigène ou de flatulence, etc., on va tout de suite accuser les légumes secs. Donc, c'est un peu la particularité peut-être chez les seniors, c'est de dire attention, quand on les introduit, il faut les mettre en petite quantité et il faut faire ça de façon bien progressive et s'assurer finalement que leur image, elle prend la place. Il faudrait faire un programme presque pas comme les enfants, parce que les adultes ne sont pas des enfants, mais au fond, passer par l'aspect sensoriel aussi, pour que finalement, ils aient une meilleure représentation de ce que ça peut être. Parce que souvent, sorti des lentilles, on n'a pas beaucoup de représentation sur ce que sont les légumineuses. Ah, ils mangent beaucoup de légumes, enfin beaucoup de lentilles, haricots blancs, légumes secs. Cette réalité. Après, sous des formes traditionnelles, souvent. Oui, sous des formes traditionnelles, bien entendu. Voilà. Ils goûtent, ils ne sont pas obligatoirement réceptifs à des formats différents. D'accord. Mais nos petits vieux, c'est comme les gamins, quoi. C'est une éducation qu'il faut évoluer pour qu'ils puissent varier. Le maïs, on a encore mal à leur faire monter. Hein. C'est du blé pour les poules. Alors, je n'ose même pas mettre de nid, citant une marque, du blé en légumes. Quoi. Après, il y a tout ce qui est lié à la mastication et tout ce qui est lié aussi à la déglutition. Donc, ça va peut-être plus sous forme de farine. Je ne sais pas si on en peut.
sous forme de farine ou bien, alors parce que moi je connais les formes de farine, mais je pense qu'il y a une solution en les personnes âgées qui marche bien, c'est le fait de les transformer sous forme. Alors on connaît les soupes. Dès qu'on mixe les légumes secs, on peut soit les mettre sous forme de soupe, on a par exemple des potages au pois, des potages de lentilles, et puis à l'intérieur, on peut mettre un petit peu de produits animaux pour le goût, ça peut être des petits lardons, ça peut être des épices, un peu de moutarde, quelque chose qui va épicer, qui va donner du goût. Et puis à froid, on ne le fait pas trop, mais par exemple, bon, ce qu'on appelle les houmous, mais les houmous, on a l'impression que ça n'existe que dans les repas qui auraient une existence qui vient du Liban, de pays orientaux, au fond, faire des lentilles mixées avec de la moutarde en entrée, je vous assure qu'une personne à qui on propose et qui a envie de thé, évidemment, il faut quand même aller vers la dégustation, sous le toast, ça passe très très bien. Et puis, quand on est sur ces préparations mixées, quand on commence à mettre dedans des œufs, des légumes, on va transformer ça en cake salé. Oui. Ça va faire office de farine. Et puis, si on les met avec du sucre, du cacao ou du citron, on va faire des gâteaux. La légumineuse cuite mixée, c'est une porte d'entrée vers des sauces, des cakes, des gâteaux. Et c'est plus intéressant pour moi de les utiliser comme ça que d'utiliser la farine. C'est plus compliqué à trouver. Et comme cette farine, elle est très sèche et elle va donner un côté plus sec à la préparation. Donc la légumineuse cuite apporte de l'humidité. Et quand on a cuit après sous forme de gâteau ou de cake, on a quelque chose d'extrêmement tendre. Et ça plaît aux enfants et aux personnes âgées. Ça, j'ai vraiment de l'expérience là-dessus. Ça peut faire un cake salé. Tout à fait. Après, il faut l'adapter sur les textures. Alors, après, oui, mais c'est pas très compliqué parce qu'au fond, comme on fait un cake où on met de la farine avec des œufs et on va mettre du fromage, etc. Là, on va faire un mixé avec des œufs. On va mettre par exemple de la crème ou un peu d'huile pour la matière grasse et puis on mettra les parfums qu'on veut à l'intérieur. Et au fond, on peut aller vers les parfums qu'ils aiment habituellement. Ça peut être avec les petits lardons, ça peut être avec des petites crevettes, ça peut être avec du fromage, ça peut être. Et là, on a une créativité tout à fait possible, quoi. Je n'avais pas pensé à ça. Mais ouais. Ok. Merci. De rien. Juste par rapport à la question de où trouver des producteurs bio légumineuses, il y a Nadia Zario, donc d'Interbio Pays de la Loire, qui a mis en ligne sur le chat là, un lien vers un catalogue des fournisseurs bio. Et donc, en effet, sur la région, on a quand même un certain nombre de producteurs de légumineuses. Alors, peut-être un peu plus concentré sur la vente. Il y a les mogettes, les haricots blancs, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des pois cassés, il y a aussi du pois chiche, des lentilles vertes, etc. Donc, en effet, il y a une belle diversité. Après, ce n'est pas moi qui interviens aujourd'hui. Il y avait une autre question qui était plus destinée, je pense, à Élodie sur le grain n'est-il nécessaire à la bonne assimilation des protéines végétales, des céréales et des légumes? Alors là, la question, je l'ai pas vraiment, j'ai pas de réponse scientifiquement. En tout cas, je voulais surtout pas dire qu'il faut retirer le gras, loin de là, parce que nous, on est surtout sur assez riche, des cuissons au beurre. C'était juste pour dire que des fois, on se trouve avec des recettes qui ont l'air sympas. Et au final, dans nos plats végétariens, il y a très peu de protéines. En fait, à 5 grammes de protéines dans la part. Et c'est pas ça qu'on attend, en fait. Quand on fait un plat végétarien, il faut au moins avoir 15 grammes de protéines, voire 20 grammes. Et c'est juste être vigilant à ça. Un exemple, nous, on a un risotto végétarien qui est très apprécié des enfants, mais en fait, au niveau protéines, il est très, très bas. Donc, on ne répond pas réellement à un plat végétarien. Voilà. C'était juste dans ce sens-là que je voulais souligner ça. Peut-être là-dessus, moi, apporter un élément complémentaire à ce que vous dites, c'est que, en fait, il faut regarder dans la composition entière du menu, c'est-à-dire qu'effectivement, le plat en lui-même peut être pauvre en protéines ou peu protéiné, mais on va pouvoir apporter dans l'entrée un peu de protéines sous une autre forme, parce qu'on va pouvoir aussi de ce côté-là mettre, par exemple, un peu de fromage sous forme mélangé avec une petite salade. Et puis, sur le dessert, avoir quelque chose à base de crème aux œufs, par exemple, ou
on va apporter, donc la part de protéines faible du plat va pouvoir être renforcée par les autres protéines Complété, ouais. complétées. Donc, C'est ce qu'on fait avec ce plat, nous, tout à fait. Ouais. c'est ça. Donc, en fait, on a peu à s'inquiéter finalement là-dessus si on est bien attentif à la qualité des produits qu'on utilise, donc de partir sur des produits bruts, peu transformés, et sur le fait qu'il y a un équilibre finalement entre du cru, du cuit, des aromates, des goûts. En cuisine, je vais dire, c'est presque les choses les plus simples qui fonctionnent le mieux. Euh, Parce que il y a quelque chose qui est là, qui nous est donné de façon assez. Moi, je suis pas diététicien et pas beaucoup porté sur la question d'équilibre alimentaire quand je fais un repas, mais c'est, je pense, assez, assez vite finalement. Je vais trouver cet équilibre parce qu'au fond, quand je veux de la couleur, de la couleur, des goûts, une texture sur un ensemble de repas, il y a quelque chose qui se met un petit peu en route, quoi, comme par alchimie. Mais bon, ça, c'est peut-être un peu moi qui veille un peu sur ces sujets-là. Mais voilà, il y a quelque chose là-dedans qui me paraît, voilà, on n'a pas trop à s'inquiéter parce en fait, on a une offre quand même alimentaire extrêmement riche. Oui, non, mais tout à fait. Ça n'a aucun risque derrière. C'est ça. C'est ça où il faut rassurer. Souvent, c'est les parents, etc. Non, il y a un exemple, on voit très souvent dans les cantines scolaires un plat végétarien qui va être crêpes au fromage industriel. Et là, voilà, la cantine est contente, il a mis un plat végétarien. Et bah non. Et puis, il y a eu des carottes en entrée, il y a eu, je ne sais quoi, un liégeois en dessert. Donc, c'est juste à ce niveau-là, en fait, que moi, je vais alerter. C'est bien, c'est un peu plus, voilà, un peu plus élaboré que ça. Le plat ultra transformé qui arrive souvent, et ça va être, c'est là où il va se poser quelque chose qui va être difficile à mettre maîtriser. à l'équilibre. Est-ce que... Merci. Il y avait une question aussi sur si on veut se former ou si on veut faire des études de cuisine, qui contacter? Vous avez des contacts à communiquer? Alors, je pense qu'il y a sur le territoire le groupement des agriculteurs biologiques. À mon avis, c'est un endroit pour aller poser déjà la question de savoir s'il y a des formations qui sont en cours pour des cuisiniers, par exemple, de collège, de lycée ou de restauration scolaire, parce que je pense que c'est des programmes qui se font régulièrement. Ensuite, ça peut être par des dispositifs qui sont plus larges au niveau des conseils généraux, parfois qui organisent des formations. J'interviens par exemple dans le cadre de Plaisir à la cantine, et on sait qu'il y a un plaisir à la cantine qui va apparaître à partir de 2021 pour la restauration scolaire, alors qu'en fait, Plaisir à la cantine a été créé au départ pour les collèges. Et quand on dit au départ, c'est 2010-2011. Moi, depuis 2012, je forme des cuisiniers, pas de partout en France, mais dans plusieurs régions de France avec ce dispositif, dans lequel j'introduis cuisine alternative et cuisine évolutive. Donc, il y a déjà des programmes qui sont existants à travers Plaisir à la cantine. Voilà. Après, c'est ça, c'est trouver soit les financeurs, et donc là, se tourner vers ces dispositifs, soit si on veut former en intra son équipe, c'est s'adresser aux acteurs locaux. Ça, je pense qu'après, en passant par les partenaires que l'on connaît, c'est assez facile de remonter vers les formateurs, quoi. Ok, merci. Si d'autres personnes ont des éléments à rajouter, n'hésitez pas aussi à faire des annotations dans le chat. Il y a une question aussi, et pour le public étudiant, est-ce que vous auriez des idées, des conseils? Alors, on a parlé des seniors tout à l'heure. Moi, je peux apporter une expérience. Je fais partie d'une association qui s'appelle Du pain sur la planche, qui est une association nantaise qui réunit une centaine de diététiciennes indépendantes.
avec maintenant 3 cuisiniers. J'étais le premier au départ. Et dans le cadre de cette association, j'anime depuis plusieurs années des ateliers qu'on appelle speed cooking, c'est-à-dire des ateliers de cuisine rapide à l'université. Alors à l'université de Nantes et l'université d'Angers. Et à Angers, ça fait maintenant, je crois que ça fait la troisième année, quatrième année. Cette année, ça a été une blanche. Mais on a un programme et donc j'interviens avec une diététicienne au sein de l'université. Dans le cadre on se retrouve souvent au cœur, dans les halls de passage au moment du midi. On installe des tables avec du matériel, de l'alimentation, des recettes écrites pour eux. Et par le biais des étudiants relais du SUMS, donc service universitaire en médecine et prévention, promotion de la santé, on capte ces étudiants qui, par leur congénères, enfin voilà, du même âge, vont les amener à venir cuisiner. Et très rapidement, moi, j'explique, je laisse la place aux étudiants qui cuisinent avec eux. Et on a, sur 2 heures d'intervention, on a à toucher, on chiffre, on leur fait mettre des petites graines d'appréciation, etc. On a entre 60 et 80 passages d'étudiants qui cuisinent sur un petit espace et qui font une recette très simple qu'ils vont pouvoir manger et emmener avec eux. Voilà. Ces étudiants, ça c'est quelque chose de très concret qui existe sur Nantes et sur Angers, avec l'association Du pain sur la planche. On avait initié ça avec Bioconsommateurs au début. Faut pas que j'ai oublié parce j'ai commencé avec eux et je le fais encore de temps en temps. Mais voilà, on l'a un peu, on l'a un petit peu rendu plus large avec Dieu sur la planche parce qu'on a des subventions de l'Agence régionale de la santé pour faire ça. Est-ce que d'autres personnes souhaitent réagir à ça? C'est quand même peut continuer. Il y avait la question aussi, pensez-vous qu'il faille prévoir des menus végétariens plutôt que des plats seuls? Alors, moi, la question, je la comprends pas bien, en fait. En fait, prévoir une entrée végétarienne simplement dans un repas, c'est ça? Je vois pas trop. Alors, j'invite la personne qui a posé la question à préciser. Elle met Oui. C'est ça. En fait, je pense qu'elle veut dire, c'est si on voit de temps en temps une entrée, un dessert au fil de la semaine, ou est-ce qu'on fait plutôt un menu végétarien une fois par semaine? Je pense que c'est ça sa question. En tout cas, la loi Egalim, il me semble qu'elle demande un repas végétarien par semaine. Donc, c'est un repas de A à Z, sans viande, sans poisson, mais à base d'œufs, à base de légumineuses, de soja, etc., etc. Voilà. Si on veut répondre à la loi Egalim, c'est après, quand on n'est pas soumis à ce repas végétarien par semaine, pourquoi pas? Pour la découverte, la diversité des plats, pourquoi pas? Je suis d'accord aussi avec Élodie. Effectivement, il y a tout intérêt à partager tout au long de la semaine une entrée. Alors un dessert végétarien, ça ferait bizarre, mais une entrée dans laquelle il n'y a pas de... Mais on le fait déjà sous forme de crudité, sous forme de cuidité en légumes, mais d'inciter à ce que l'entrée soit le plus possible à partir de produits frais, locaux, crus, cuits, et dans lequel la part animale soit réduite. Parce qu'on en a déjà assez, parce qu'on a le plat central dans lequel il y a le plat de viande, très bien, et puis parfois on va se retrouver avec un dessert avec des produits laitiers et des œufs. Donc bien sûr, plus on va faire découvrir et inciter à ce que la part soit végétale. Après, je crois qu'il faut rester très... il y a une part de modération dans tout ça, et surtout pas de chapelle, quoi. Chapelle. Merci. Une autre question. Avez-vous autant de réticence à introduire des plats végétariens transformés bio que des produits industriels non bio? Moi, je veux bien répondre. Là, en fait, dès qu'on parle de plats industriels, de produits industriels, de plats industriels, ce qu'il faut avant tout, que ce soit bio ou pas bio, c'est regarder la liste des ingrédients. Si dans les ingrédients, il y a la moitié des ingrédients, on ne sait pas ce que c'est, on n'y comprend rien, on ne les a jamais vus sur la carte,
pour moi, il faut laisser tomber en fait. S'il y a un plat industriel qui est non bio, où il y a simplement 4 ingrédients dedans, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est certainement très bon, il a été bien étudié. Voilà, après, tout dépend si on le veut bio ou pas bio. Il n'y a pas plus d'intérêt à manger un plat industriel. Je ne pense pas. Je ne sais pas, Bruno, ce que vous en pensez, mais… Oui, je partage votre avis. Le nombre d'ingrédients, c'est essentiel pour faire un plat qui réponde à ces exigences de qualité. Trop d'ingrédients, il y a toujours un souci. Merci beaucoup. On va arriver bientôt à la terme de l'atelier. Et je vais vous proposer, comme tout à l'heure, de proposer chacun une recette. Ça peut être la même qu'au premier atelier ou ça peut être une nouvelle. Je commence cette fois-ci. Donc moi, je vais parler pour un public enfant. Et je vais reprendre la même recette que tout à l'heure parce qu'elle marche bien et c'est les enfants qui nous disent qu'elle marche bien. En fait, chaque plat qu'on sert sont notés par les enfants, par les serveuses. On leur demande une note sur 4. Et dès que la note est au-dessus de 3, on sait que c'est un plat qui plaît bien. Et nous, au niveau des plats végétariens, notre plat préféré, enfin le plat préféré des enfants, c'est des pâtes aux lentilles et aux légumes. Donc dedans, en fait, on a des pâtes bio, on a des lentilles vertes, on a une base de ratatouille à l'intérieur. On a après plein d'aromates, alors de l'ail, de l'oignon, on a d'autres épices. Et on rajoute également de l'emmental. Et ce plat-là, il a un succès super. Donc ça leur permet de manger à la fois des céréales et des légumineuses. Merci. Bien, alors moi tout à l'heure, j'avais parlé d'un plat à base de lentilles et de moutarde pour faire une petite tartinade froide, une tartinade froide. Là, c'est pour en fait répondre à quelque chose que je prenais tout à l'heure. C'est la question de dire que finalement, on va souvent apporter du gras dans les plats végétaux et pour leur donner du goût. Et là, je vais proposer une originalité, c'est-à-dire d'apporter des légumineuses à un plat gras pour baisser la quantité de gras. Et ça, j'avais fait ce travail dans le cadre du livre. Et j'étais parti sur l'idée de la fondue, fondue au fromage. Alors évidemment, fondue au fromage, c'est fromage. En général, fondue, un petit peu de vin blanc, un peu d'échalote, un peu d'ail parfois. On met du fromage, on fait fondre. Et à ça, j'ai fait une autre proposition où j'ai fait une base de haricots blancs, on pourrait faire, mais une base de cuisson de haricots blancs mixée. Donc là, on a des légumineuses. Et puis de mettre des morceaux de fromage qu'on met dans la fondue et de les mettre à fond. Et en mettant 30% de fromage pour 60-70%, alors après les quantités sont un peu à revoir, mais disons 30% de fromage sur 70% de haricots blancs fondus, on arrive à avoir quelque chose qui va se mettre à filer comme la fondue. Et on a mis en gros au moins de la moitié du fromage. Donc, voilà, on va un peu à l'envers de ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire que les légumineuses permettent de manger moins de fromage. Dans ce plat, en tout cas, je trouve ça amusant. Et voilà, donc, bon, c'est pas un plat que je vais faire en collectivité, évidemment, mais je vous donne ça. C'est la période où on va commencer peut-être à faire des fondus. Pensez-y, les légumineuses peuvent apporter une variante et faire baisser la quantité de fromage. Alors après, l'association légumineuse fromage dans un même plat, c'est beaucoup de protéines ensemble. Je ne vous garantis pas une digestion facile, mais je pense que déjà sur un plat classique, la digestion est quand même un peu complexe. Donc ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire à ce niveau-là, parce qu'on a des protéines. Mais par contre, vous aurez mangé moins de gras. Voilà pour le coup. Merci beaucoup. Il y a quelques petites notes là, mayonnaise ou haricots blancs ou faire une sauce moutarde pour le céleri moulade. Voilà, ça peut donner d'autres idées. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cet atelier. Donc, il y a un des 2 ateliers qui sera retranscrit en replay sur le site d'Interbio. Vous pourrez retrouver toutes les informations. Voilà. Merci encore à Bruno Couder et Elodie Coulon pour votre participation. Et puis à toutes les personnes qu'on a forcément pu voir ou encore aussi bien qu'en physique. Mais on espère que l'intervention s'est bien passée, que la vidéo s'est bien passée pour tout le monde.